Je tiens à remercier Madame Brigitte Bastia pour son exposé extrêmement convaincant de cette expérience au théâtre et qui dépasse le cadre de l'étudiant juriste, puisqu'on voit que l'expérience va au-delà de l'enseignement du droit, mais porte aussi sur l'ensemble des étudiants. Et je pense que ce sont des questions que l'on se pose tous. On a là un axe de réponse assez passionnant, le fait de passer par le théâtre pour effectivement comprendre des notions complexes. Je vais donner la parole maintenant à Agnès Deluger, Magali Flores-Lonjou et Lionel Miniato, qui vont nous faire un exposé à 3 voix et en 20 minutes aussi sur le thème de la littérature et le cinéma au service du droit ou vecteur juridique. Voilà, alors nous revenons à l'étudiant juriste et nous proposons la littérature et le cinéma comme vecteur juridique et nous verrons que ça ne relève ni de la fantaisie ni finalement de l'innovation, mais plutôt d'une réflexion et d'un constat. Alors, la réflexion est conduite dans le giron d'expériences nord-américaines d'utilisation de films dans la formation des étudiants juristes. Et cette expérience est conduite également, la réflexion est conduite dans le giron du courant droit et littérature dont Lionel Miniato va nous parler maintenant. Alors oui, quelques mots d'abord sur les interactions qu'il peut y avoir entre le droit et la littérature. Donc, sur ce mouvement, sur ce courant de droit et littérature qui est né dans les années 70 aux États-Unis, sous l'impulsion de 2 personnes, d'un professeur de droit d'abord qui s'appelle Richard Weisberg, et puis d'un juge américain qui est également universitaire qui s'appelle Richard Posner. Ce courant de droit et littérature a également aujourd'hui, et par le passé, ses représentants en France et en Europe. On songe évidemment au doyen Carbonnier, on songe également à Philippe Mallory, et puis plus proche de nous à l'universitaire belge François Host. Mais le courant de droit et littérature n'a pas toute la place qu'il mérite dans l'enseignement et dans la recherche dans les facultés de droit en France. Nous y reviendrons. Alors, ce courant de droit et littérature, en réalité, s'entend de 3 manières possibles pour envisager les rapports entre le droit et la littérature, que l'auteur américain, donc Richard Posner, fait sienne dans son ouvrage, qui a été traduit en français en 1996, son ouvrage donc, qui s'appelle « Droit et littérature ». 3 manières. La première manière, c'est le droit dans la littérature. La deuxième manière, c'est le droit comme littérature. Et enfin, la troisième manière, c'est le droit de la littérature. Alors, quelques mots sur chacune de ces manières. La deuxième, le droit comme littérature, paraît relever davantage de la compétence des littéraires, a priori, même si des juristes s'y sont essayés avec succès. Alors, Richard Posner, donc, dans son ouvrage que je viens de citer, mais aussi, en premier lieu, un pionnier, qui était un juge aux États-Unis, qui a vécu de 1870 à 1937 et qui s'appelait Benjamin Nathan Cardozo et qui, dès 1925, s'est intéressé au style judiciaire. Alors, en France, le seul, à notre connaissance, à avoir exploré ce champ d'études, à s'être intéressé de près à la langue du droit, et au droit de la langue, d'ailleurs aussi, est le doyen Cornu, grâce à son ouvrage de linguistique juridique. Le droit de la littérature, avant de venir au droit dans la littérature, le droit de la littérature correspond tout simplement à un cours de droit de la propriété littéraire et artistique qui est enseigné dans toutes les facultés de droit. Nul doute que ce cours de propriété littéraire et artistique peut s'accompagner éventuellement de l'étude de procès littéraires célèbres, même s'ils ne viennent pas illustrer le droit positif, à commencer bien sûr par les procès de Flaubert et Baudelaire en 1857. Quant à la première manière d'envisager les rapports entre le droit et la littérature, le droit dans la littérature donc, c'est elle, c'est cette manière-là qui nous intéresse au premier chef, puisque c'est elle qui va permettre aux étudiants juristes de voir illustrer des thèmes juridiques à travers l'étude de grandes œuvres littéraires. Alors, cette manière d'envisager les rapports entre le droit et la littérature, le droit dans la littérature, est bien entendu surtout le fait des juristes. Alors, hormis ceux que l'on a déjà cités au début, en France comme représentants de ce courant, comme des personnes qui œuvrent pour rapprocher le droit
et la littérature. On peut citer les magistrats Antoine Garapon et Denis Salas, qui avaient fait paraître en 2008 un ouvrage qui s'appelle Le droit dans la littérature. Et on peut citer également un autre magistrat belge qui s'appelle Jean-Paul Masson, et qui avait fait paraître en 2007 un ouvrage appelé Le droit dans la littérature française. Et la Belgique d'ailleurs, j'ai cité tout à l'heure François Host, étant la tête de pont du courant droit et littérature en Europe. Le droit dans la littérature française intéresse aussi quelques littéraires et historiens. On pourrait citer les historiens Christian Biette et Anne Simonin. Alors, la réflexion droit et littérature, cinéma et littérature ne se limite pas à la chose juridique, mais est partagée par d'autres disciplines, et notamment en matière de philosophie, on a trouvé un petit ouvrage délicieux qui s'appelle Philosophie en série, qui est un ouvrage de Thibaut de Saint-Maurice, et qui tient le pari d'expliquer les principes du questionnement philosophique à travers les histoires que racontent les séries télévisées. Il s'agit pour lui, dit-il, de philosopher autrement en regardant la télévision autrement. Bien. Alors Thibaut de Saint-Maurice dresse pour la philosophie un constat que nous partageons pour le droit, celui de la nécessité de réduire la distance existante entre le public étudiant et la chose enseignée. Pour nous, évidemment, il s'agit de réduire la distance entre le public étudiant et la chose juridique. Donc, proposer la littérature et le cinéma comme vecteur juridique repose donc sur une réflexion théorique et passe par la mise en place d'expériences pédagogiques. Alors, Lionel Vignato va nous expliquer la contribution de l'art au renouvellement de l'enseignement. Alors oui, comme on le disait, donc l'enseignement du droit par le détour des disciplines artistiques, littéraires et cinématographiques, donc prend le chemin d'abord de la littérature, comme cela donc a été entrepris et continue de l'être par le courant droit et littérature dont je parlais il y a un instant. Alors le pionnier de ce champ d'études, le droit dans la littérature, avant la naissance à proprement parler du courant droit et littérature dans les années 70, eh bien le pionnier de ce courant, de ce champ d'investigation, était un universitaire américain qui a vécu de 1863 à 1943 et qui s'appelait John Henry Wigmore, et qui voulait que les juges et les avocats, les étudiants, futurs praticiens, lisent des œuvres de fiction. Donc cet universitaire avait établi une liste de legal novels, ouvrages à lire impérativement pour tous ceux qui se destinent à appliquer le droit et à le créer à partir donc de cas concrets comme ceux que l'on peut découvrir en lisant un roman. Donc pour Wigmore, la littérature n'était pas simplement fournie aux étudiants comme élément de culture générale destiné à illustrer ou à compléter le droit positif, mais la littérature pour Wigmore avait une visée très pratique, extrêmement pratique, comme pouvant servir aux praticiens à résoudre des cas auxquels ils étaient soumis. Et de la même façon, pour illustrer cette visée très pratique de la littérature, pour les juristes, François Host considère aujourd'hui par exemple que si le juge Burgot avait lu Les sorcières de Salem d'Arthur Miller, un ouvrage de 1952, qui décrit donc la psychose collective anticommuniste dans les années 50, en s'inspirant